Allez, salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Maya. On va voir un peu les shaders. Un shader, c'est tout simplement un matériel que vous allez mettre sur vos objets, n'importe quoi, pour les rendre plus réalistes, et c'est surtout ce qui va donner la couleur et la texture de vos objets. Alors, déjà, pour passer en mode texturé sur Maya, on appuie sur 6 du pavé numérique. Et après, on va passer en mode texturé et éclairé avec 7 du pavé numérique. Et là, c'est tout noir. Et c'est bien normal parce qu'il n'y a pas de lumière dans notre set. Comment on va sur lumière? Donc, vous allez dans Rendering ici. Et vous appuyez sur ici une point light, rien de compliqué, tac, hop, voilà. Donc notre point light, on va la mettre à 3, donc ça c'est l'intensité de la lumière, on est bien d'accord. Ici shadows, donc l'ombre, on met notre shadows en noir, tout va bien. Et là ici on va mettre notre radius à 3, donc c'est tout simplement le rayon de flou de l'ombre qui va être projeté derrière notre sphère. On va mettre 40 rayons. Donc ça c'est la qualité du flou, et 8 pour la depth limit. Nous y voilà. Alors, pour l'instant, notre sphère a un matériel par défaut qu'on appelle un Lambert. Alors, comment on fait comment on sait ce que c'est, etc. Donc vous cliquez sur votre sphère et vous allez aller ici dans Lambert 1. Donc ici, donc vous devez ouvrir votre fenêtre d'Attribute Editor et vous allez dans le Lambert 1 et c'est ici que vous voyez tous les paramètres qui compose ce Lambert. Alors le Lambert est tout simplement le matériau par défaut de Maya, tout simplement parce qu'il est très simple, il n'y a pas de réflexion, pas de spécularité, etc. C'est vraiment le plus simple, le plus bidon que vous pouvez trouver. Donc vous pouvez juste régler la couleur, donc blanc, noir, et si vous cliquez ici, vous pouvez mettre en bleu, en rouge, tout ce que vous voulez, on s'en fout. Allez, on va mettre un truc rouge, on est hop, donc là on a une sphère rouge, on est content. Et si on appuie par exemple sur rendu, donc ici notre destination rendu, on le rend. Hop, voilà ce qu'on a. Donc c'est pas très beau, on est d'accord. Donc la couleur, voilà. Après, alors, on peut aller dans la mettre transparent ou pas. Par exemple, si on met transparent et qu'on fait un rendu, ça donne ça. Vous pouvez voir que la transparence joue aussi sur l'intensité de l'ombre. Donc là, voilà, ça c'est la transparence. Donc hop, pas de transparence. L'ambiance color, donc ça va nous, vous voyez, se dégrader ici. Bah voilà, il va se réduire tout simplement, on n'aura plus ce noir derrière. Alors ça sert à simuler la réflexion d'un mur par exemple. L'iridescence, c'est juste pour le mettre plus blanc ou pas, on va regarder ce que ça donne en rendu, si on l'utilise. Voilà, on est d'accord que c'est aussi très moche. Le fait qu'elle soit diffuse ou pas, tout simplement, bah si c'est diffus, c'est pas diffus, c'est noir, si c'est diffus, la couleur sera diffuse à fond, et ça verra, ça marche énormément pour les miroirs, mais ça on verra après avec le blin. Donc voilà. On voyait ce que ça donne. Le fait que ce soit transluant, ça réduit juste au dégradé ici. Tout simplement. Ok. Donc ça, c'était pour le blin. Maintenant, il faut voir comment on fait pour ajouter un nouveau matériel. Et ça, il n'y a rien de plus simple. Il y a deux solutions. Vous faites, première solution, vous faites clic droit, Assign a new material. Ici, il nous affiche une petite fenêtre. Et vous allez choisir votre matériel. Donc ici, surface, toutes les surfaces possibles dans Maya. On a l'anistrophique qui permet de recréer les réflexions sur tout ce qui est écran de télé et tout ce qui est cylindre métallique et par exemple le dos d'un DVD, etc. On a le blin, certainement le matériel qu'on utilise le plus souvent dans Maya. On a un matériel pour les cheveux, le Lambert, donc le matériel par défaut, sans rien. Et après on a le Fong. Les autres, on va pas du tout en parler aujourd'hui, peut-être l'Ocean Shader juste pour un bonus, mais ça c'est vraiment un truc préfet, ça va très vite. Donc on a les fonds, les deux fonds qui permettent de recréer plus peut-être les matériels de VR, etc., bien que le blin le fait très bien aussi. Donc on va mettre un blin, donc on clique sur blin, hop, et voilà. Et donc notre sphère a un blin. Alors, ça c'était la première solution. Deuxième solution, on va revenir en arrière. On va faire Windows, Rendering Editor, Hypershade. Hop, on a une fenêtre qui s'affiche. Et on a tout, nos blins, etc., etc. Et là, on va cliquer sur notre sphère. Ici, donc notre sphère, on va sélectionner notre sphère. Et on va cliquer par exemple sur blin. Sauf que là, on voit que rien ne se passe. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre blin et on va appuyer sur la molette et le glisser jusque sur notre sphère. Et là, notre sphère, on ferme ça, hop, et nous voilà avec notre blin qui est ici. Donc,
On reclique ici et on l'a là dans la fenêtre des Distribute Editor, Attribute Editor comme j'ai dit. Donc on a la couleur qui est là, toujours pareil que l'envers, ça ne change pas, transparence pareil, la même couleur pareil, la résistance exactement pareil. On a le bump mapping, on va en parler après. On a diffuse pareil, transparence pareil, hop, on a déjà parlé de tout ça. On a un autre truc qui s'affiche en plus, le specular shading. Ça règle justement la spécularité, c'est-à-dire la réflexion de la lumière sur notre matériel, sur notre sphère en l'occurrence. Comment ça marche? Et bien tout simplement, si je fais Electricity, on augmente, plus notre spéculaire sera, on va dire, large, grand. Plus je le rétrécis, plus il sera petit. Ok? Ici on a l'intensité de ce spéculaire. Si je le mets à 0, bah, il n'y a plus rien. Si je le mets à 1, c'est au maximum. Et là on a la couleur de notre spéculaire. Donc ça c'est blanc, là c'est noir. Ok. Sauf que le noir là ici est égal à transparent. Ah, donc là par exemple on fait les fous, on peut mettre un spéculaire bleu si on veut. On est des fous, on fait n'importe quoi. Hop. Et voilà, et si on fait un rendu, on va baisser notre respectivité, on va en parler après. Hop, donc voilà notre petit dégradé bleu, ça peut être sympa, ça peut être utile. Donc ça c'était pour ce qui est de la spécularité. Ok. Hop, on a aussi la réflectivité, donc en gros les reflets de notre environnement cette fois-ci. Par exemple, si on met à 1, et bah, on verra que tout notre environnement se reflète. Donc on a bien notre damier qui se reflète sur notre sphère. Ok, donc voilà, on a tout, etc. On a un autre ici, un autre fenêtre, dernière fenêtre à laquelle on va parler, qu'on appelle Special Effect. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est pour donner du glow. Alors, qu'est-ce que c'est le glow? Le glow, ça va être une lueur qui va se mettre autour de l'objet et qui va être définie par rapport à la couleur de sa source. Alors, par exemple, imaginons qu'on fait une sphère jaune. Ou bleu. Allez, on est des fous, on fait une sphère bleue. Comme ça, on fait une sphère bleue et on va mettre une glow intensity de 0,5. Et vous allez voir ce que ça donne. Nous y voilà. Voilà, donc c'est pour donner cet effet de lueur, de lumière, par exemple un réacteur, n'importe quoi, vous faites ce que vous voulez. Après, dans Special Effect, dans le glow, on a aussi Hide Source, qui permet juste de faire exactement la même chose sans la boule d'origine sous. Donc on aura juste la lueur en fait. Le blend. Tout à l'heure, je vous ai parlé aussi de la diffusion. Alors la diffusion est très utile, par exemple, si vous voulez faire un miroir. Si vous mettez la diffusion à 0 et la réflexion à 1, on ne verra plus du tout la couleur de notre chaleur, de notre objet, pardon, et on aura un miroir en fait. Tout va se refléter, et vraiment, absolument tout. Donc voilà pour la couleur et la réflexion pour le blend. Alors, on va passer au fong. Donc, comment on fait? Je rappelle, clic droit, New Matériel, et ici, on va dans... Donc, ici, on va dans Fong. Il y a une autre solution un peu plus rapide, on fait clic droit, et là, on a Favorite Matériel, et on a Fong qui est ici. Hop. Donc, Fong, on l'a ici. Et donc, en fait, Fong, la seule différence qu'on a avec le blend, c'est juste là, on gère notre spéculaire différemment, tout simplement. C'est d'autres paramètres qui permettent de faire les mêmes choses, mais qu'on gère différemment. Alors ici, on aura notre cousine Power, ce qui permettra de réduire ou d'accentuer la taille de notre spécularité, notre réflexion de lumière. Ici, on a la couleur de spécularité, on a déjà vu ça. Ici, on a la réflexion et la reflected color. Pour ce qui est de... Donc en fait, la seule différence avec le blend, c'est qu'on ne peut pas gérer la puissance de notre spécularité, si ce n'est avec la couleur. On a juste la taille. Donc par exemple, si je fais ça avec une réflexion de 0, on va mettre 0 pour bien que vous voyez. Hop. On va mettre une couleur autre que grise pour bien que vous ayez le tout. Ce sera plus sympa quand même. Et voilà le résultat. Donc avec le blend et le fond, on peut avoir presque la même chose. On va passer au fond I, donc favorite matériel, et on a un fond I. Et voilà ce que c'est ça. Pareil, même délire. Donc pour tout ce qui est les commentaires, le but de toute façon c'est tout le temps les mêmes partout. Hein. Donc ça changera jamais. Ici on a specular shading. Le fond I permet de... Donc le fond I, le specular shading, ici on a un truc en plus, roughness et whiteness ici. Alors, ça, en fait on a un double spéculaire. Une double réflexion de lumière. On a une réflexion de lumière dure qui est ici, qu'on règle ici, et la réflexion de lumière douce qui est ici en fait. Et on va pouvoir régler la couleur de chacun, ici. La réflexion, voilà. Et encore une fois, on va regarder un peu ce que ça donne avec une couleur un peu mieux. Hop. Voilà, on voit bien notre dégradé ici, qu'on n'aurait pas eu avec un blend ou avec un fond normal. Donc voilà pour le fond I. On passe au ramp chaleur. Qu'est-ce que le ramp chaleur? Alors le ramp chaleur, c'est tout simplement
exactement le même délire que tous les autres shaders, sauf que là, et bah tout, mais alors absolument tous nos paramètres peuvent être définis avec des dégradés. Alors ça peut être très chiant comme très utile. Donc par exemple, je peux mettre du bleu, mais je peux aussi aller rajouter, donc en cliquant dessus, ici une couleur et du rouge. Et on aura un dégradé du rouge au bleu. Et voilà ce qu'on aura. On voit un peu le résultat. Si je fais un rendu, on va voir ce que ça donne. Donc voilà le genre de résultat par exemple qu'on peut retrouver avec la couleur de l'objet. Donc même délire pour absolument tous les autres paramètres. Je ne vais pas en dire beaucoup plus. Si ce n'est qu'on n'est pas obligé d'utiliser un ramp shader pour faire des dégradés sur nos couleurs, etc. On va voir comment on fait autrement et bien d'ailleurs d'une façon bien plus logique avec notre Hypershade Editor. On va reparler de ça de suite. Alors, on repart sur un Blinn normal. Sans rien, voilà. Et donc on va revenir ouvrir notre Hypershade Editor. Donc vous allez cliquer sur votre Blinn qui est ici, donc celui que vous avez mis sur votre sphère, et vous allez tout simplement cliquer là-dessus. Donc cette petite fenêtre, en fait, elle va mettre tout ce qui est ici, tout ce qui est lié à votre Blinn. Pour l'instant, juste ça. Alors on a plusieurs solutions dans le surface shader, mais quand on va ici, on a plein de trucs bizarres, chelous. Et on ne va pas parler de ça tout de suite, mais on va l'utiliser très bientôt. Je vous ai dit qu'on pourrait faire des dégradés sans utiliser le ramp shader. Tout simplement, en fait, on va aller ici, dans notre Blinn, et ici on a Color, et à côté on a un petit, un espèce de petit damier ici, on va cliquer dessus, et là, voilà, il veut nous remettre notre render, et on peut mettre tout ce qu'on veut. Et donc ça, c'est toutes les textures possibles et imaginables qu'on peut mettre. Donc une image, n'importe quoi. Il y a cette solution pour mettre une texture, ou par exemple, ici, un ramp, donc un dégradé. Et ici, on aura notre dégradé, et on aura beaucoup plus de valeur possible à mettre, et ce sera beaucoup plus précis. Donc on va pouvoir gérer notre dégradé de façon beaucoup plus précise. Ok, alors on va parler justement de toutes ces textures possibles et imaginables qu'on peut mettre sur notre matériel grâce à notre Hypershade Editor. Alors on va revenir dans ce petit truc ici, hop, dans notre Blinn, et on va recliquer sur ce, et ensuite on peut mettre plein de trucs. Donc c'est tout, en fait c'est toutes les textures préfaites de Maya, sauf une qui s'appelle File, où là on va importer notre image qu'on aura par exemple fait à l'avance sur Photoshop. Alors comment ça marche pour importer notre image sur notre objet? Et ben on va cliquer sur Open, et donc voilà, donc là j'ai été choper une image de béton, en gros, de texture, et on va faire un rendu pour voir ce que ça donne. Donc là on voit bien que c'est pas très joli, c'est plutôt une image qui vient claquer sur notre sphère. On a l'impression que c'est vraiment une photo en fait qu'on a collée sur notre sphère. Alors comment éviter un peu cette image de photo et donner l'aspect que notre pierre est notre sphère est vraiment l'aspect d'une boule de pierre. Alors comment ça marche? Et ben on va tout simplement rajouter un truc qu'on appelle le bump. Alors on va aller ouvrir encore une fois notre Hypershade. Et dans notre Hypershade, on va cliquer sur notre Blinn 4, et comme tout à l'heure, on va cliquer là-dessus pour dire tout ce qui est relié à notre Blinn. Et on va cliquer avec la molette, on va glisser ici, et là on a plein de choses, et on va cliquer sur Bump Map. Donc en fait, ça veut dire qu'il va nous lier notre texture en bump. Alors qu'est-ce que le bump? Le bump, ça sert tout simplement à donner du relief à notre texture. Alors Maya utilise le contraste de l'image pour donner du relief. On va avoir cet effet-là, c'est pour l'instant assez moche. Comment ça marche? Alors on va aller dans notre bump ici. Donc on a écrit bump mapping. Quand on clique dessus, on arrive dans la texture qui nous sert de bump, et ici on reclique sur notre vitesse. Ici on a une troisième fenêtre qui s'ouvre, et là on a notre bump def, ce qui est en fait la profondeur de notre on va dire de notre bump en fait, tout simplement. Donc c'est ici la profondeur de notre bump. Donc voilà, on va la mettre à 0,217 par exemple. Et ici, donc on a le bump filter aussi qui permet de filtrer avec de l'anti-aliasing notre bump si par exemple il est trop dur. Donc là je l'ai mis à 0 pour qu'on voit bien les raclures. Si je le mettais à 1, on aurait un truc un peu flou. Ou à 2 par exemple. C'est vous qui voyez, c'est ça vous dirait par rapport au rendu que vous voulez avoir. Donc voilà, mais on voit très bien que ça fait toujours pas pierre. On a un truc beaucoup trop surexposé. Alors on va mettre une couleur de spéculaire un peu jaunâtre, même style que la pierre, dans ce style-là. On va pas mettre de réflexion, on va baisser la puissance du spéculaire, et on va surtout l'agrandir comme ça, voilà. Et encore, là, la couleur n'est pas terrible, on va partir là-dessus. Et donc maintenant, si on fait un rendu, on verra qu'on aura un truc beaucoup plus réaliste. Enfin, le truc qu'on pourrait reprocher à notre pierre, c'est qu'elle est encore une fois, encore surexposée. Alors, en fait, comment faire pour éviter ces surexpositions? Et bien tout simplement, on a deux solutions. Ou on baisse l'intensité de notre lampe, ou alors on va aller enlever un peu, on va la rendre moins diffus, donc elle va refléter beaucoup moins de lumière. Et voilà. Alors, je vous laisse jeter un œil à tous les trucs qui sont possibles à mettre en couleur ici, en texture.
pour que vous puissiez, donc tout marche pareil, il n'y a aucun problème, voilà, vous pouvez même mettre un film, c'est vous qui voyez. C'est à vous d'aller voir, vous verrez que c'est pas très compliqué, chaque texture a son exposition, a ses paramètres bien précis, etc. C'est tout simple. Maintenant, on va parler un peu des UV. Nos UV, ils vont nous permettre de placer notre texture comme on veut sur notre sphère. Alors, on va pas apprendre à déplier les UV aujourd'hui. On va tout simplement apprendre à les déplier en fait automatiquement. On va voir les UV, donc là on va vraiment surveiller les UV, on va pas aller vraiment dans le détail. Alors pour aller dans nos UV, il faut ici avoir nos deux fenêtres, Create UV et Edit UV. Alors on va aller dans ici Polygone, et on va aller Create UV, et on a plein de trucs, et on a Planar Mapping. Cliquons sur Planar Mapping, et voilà ce qu'on a. Et en fait, il va nous claquer notre image par rapport à un plan. Imaginons je tourne ce plan. Donc voilà comment ça marche. Hop, ici on a notre rotation, etc. On a notre largeur. On peut la tourner si on a envie, la mettre à 100. Enfin voilà, ça marche comme ça. Et ici on va pouvoir caler notre texture comme ça. Alors pour une sphère, forcément ça marche pas très bien, mais ça marche surtout pour tout ce qui est plan. Donc on va faire autre chose. On va revenir dans le mode objet et on va cliquer. On va faire Create UV. On va faire cylindrique mapping. D'où le mapping pour un cylindre. Tout simplement, on aura ça. C'est déjà beaucoup plus logique d'avoir ça pour une sphère, on est bien d'accord. Si je repasse en mode objet, on a quelque chose comme ça de beaucoup plus réaliste. Gros problème, c'est ça ici. Donc, pour éviter ça, comment ça marche? Et bien tout simplement, on va placer notre caméra de sorte à cacher ce bug un peu chelou. Donc voilà ce que ça peut donner. Ou alors, on va aller créer encore un autre UV qui s'appelle le Spherical Mapping, donc justement là, pour une sphère. Donc voilà notre texture placée en sphère, et donc là on n'a vraiment aucun problème, notre texture se fait bien. Donc on a l'automatic mapping qui lui permet de caler une texture on va dire automatiquement. Et en fait, ce qu'il fait, voilà, il nous crée des espèces de repères, et ces repères-là correspondent à une projection de texture. Donc on va projeter notre texture sur le haut, sur le bas, sur la droite, sur la gauche, ici, sur la profondeur et sur l'avant. Et on aura un truc comme ça. Donc on aura notre image du dessus, notre image du dessous, on voit bien la coupure ici, notre image d'avant qui est coupée ici, etc. Alors pour une sphère, forcément, c'est pas très utile. Mais par contre, pour tout ce qui est forme cubique, ça marche extrêmement bien. Et après, on a Create UV based on camera. Et donc ça, qu'est-ce que c'est? Donc il va tout simplement prendre une photo, la texture va être projetée par rapport à notre angle de vue. Donc là, notre photo a été projetée par rapport à l'angle de vue. Et si je tourne la caméra, on voit bien que là, et ben ça foire, tout simplement parce qu'elle a été projetée. On va passer en mode texture en appuyant sur 6, et voilà ce qui se passe. Ok? On va parler maintenant de notre dernier matériau que je vous ai dit voir un peu en bonus, qu'on appelle le... Donc, du matériel, ici, notre Ocean Shader. On va voir un peu comment ça marche. Donc, notre Ocean Shader, en fait, on va regarder, donc déjà, vous voyez que c'est bien lourd. Ici, comment ça marche? Alors en fait, c'est un truc vraiment préfet pour faire nos océans assez facilement, même si c'est pas très réaliste. C'est tout simplement une texture qui bouge par rapport aux images, par rapport à notre animation. Et on a une espèce de normale. Donc c'est tout simplement une texture qui bouge par rapport à notre animation, qui avance, regardez. Hop, on voit bien que ça évolue. Et en fait, c'est tout simplement un changement de couleur et de spécularité par rapport à un bump qui est en fait lui animé. Et donc on a toutes nos paramètres ici que je ne vais pas développer parce que déjà je ne les connais pas tous, et surtout parce que bon, c'est à vous de voir par rapport à ce que vous voulez, etc. Donc là on a la vitesse des vagues par exemple, on a la fréquence des ondes, etc. On a la hauteur des vagues, on a la turbulence des vagues, etc., etc. Voilà, je vous laisse découvrir ça par vous-même. On va regarder un peu ce que ça donne en rendu. Et donc, l'Ocean Shader vient même nous déformer notre objet, ce qui peut être plutôt intéressant. Mais malheureusement, comme vous pouvez le voir, très long à rendre. Voilà, ce sera tout pour ce tuto. Si vous avez des questions ou si j'ai omis des choses ou même des critiques, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire ou m'envoyer un mail. Il n'y a pas de problème, je vais répondre. Donc, si vous avez des suggestions de tutoriels ou n'importe quoi d'autre, je vous invite à me les faire parvenir. Sur ce, je vous souhaite tous une bonne continuation et je vous dis à la prochaine. Salut!